Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Après les explosions de beepers et de talkie-walkie qui ont visé des membres du Hezbollah ces derniers jours au Liban, on va s'intéresser aujourd'hui à cette organisation chiite islamiste. Puisqu'elle promet une riposte vis-à-vis d'Israël après ces attaques, on va essayer de comprendre comment fonctionne cette organisation à la fois militaire et politique. Comment expliquer que ce qui est qualifié de mouvement terroriste en Europe et aux États-Unis bénéficie d'un vrai soutien d'une partie importante de la population libanaise? Eh bien, on a une petite demi-heure pour essayer de comprendre. La première, les clés. Il est 15h30, ce mardi 17 septembre, nous sommes au Liban, dans une petite échoppe de fruits et légumes. Un homme, chemise à carreaux, est en train de faire ses achats, quand tout à coup, sa poche explose. Et la même scène se reproduit au même moment, aux quatre coins du pays. Ce sont en fait les beepers des cadres du Hezbollah qui explosent simultanément. Et rapidement, le balai des ambulances commence. L'attaque fait au moins 12 morts et des centaines de blessés, et son modus operandi interpelle. Ce sont donc des beepers qui ont explosé. Des beepers dont le Hezbollah s'était doté, justement par crainte de voir ses précédents outils de communication piratés, comme l'explique cette experte du Washington Institute. Il y a quelque temps, les dirigeants du Hezbollah ont réalisé que les téléphones portables de ses partisans avaient été piratés, qu'Israël avait accès à l'ensemble du réseau de téléphones mobiles et qu'ils savaient exactement où tous les membres ou commandants du Hezbollah se trouvaient. Ils ont donc décidé de revenir à des moyens de communication plus élémentaires et ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient recevoir de nouveaux beepers. Ces beepers ont donc été piratés avant leur arrivée dans les mains des cadres du Hezbollah, avec un dispositif permettant l'explosion qui pouvait être déclenché par un stimuli extérieur. Et pour le Hezbollah, l'auteur de cette attaque planifiée, c'est forcément Israël. Le Hezbollah a assuré que cet ennemi perfide et criminel sera puni pour cette attaque lâche, partout, là où ils peuvent s'y attendre et là où ils ne s'y attendent pas. Et Dieu est témoin de ce que nous disons. Mais voilà, à peine quelques heures plus tard, alors que les membres du Hezbollah pansent leurs plaies et pleurent leurs défunts suite à cette première attaque, voici qu'une seconde attaque commence. Les attaques ne sont visiblement pas terminées. Cette fois-ci, il ne s'agirait plus des beepers des militants du Hezbollah, mais bel et bien de leurs talkie-walkie qui se sont mis à exploser. Avec un bilan encore plus lourd que pour l'attaque des beepers, puisque le Hezbollah annonce que ces explosions de talkie-walkie ont fait 20 morts, et là encore des centaines de blessés. Une attaque qui n'est pas revendiquée, mais tous les yeux se tournent vers Israël, et ce pour une bonne et simple raison que nous explique Guillaume Ancel, ancien haut gradé français, expert en stratégie militaire, au micro de Thomas Gadisseux. Si ça n'avait pas été eux, ils se seraient empressés de démentir, ce qu'ont fait d'ailleurs immédiatement les Américains. Or, quand on note qu'il y a une opération de ce type et que les Israéliens ne disent rien, ça veut dire qu'évidemment, ils sont derrière, ce qui de toute façon était facile à déduire du mode opératoire et puis surtout de l'objectif. Qui aurait intérêt à frapper globalement toute la chaîne de commandement du Hezbollah dans le contexte actuel? En tout cas, on sait que ça n'est pas le fabricant des beepers.
À voir maintenant, quelle sera l'ampleur de la réponse du Hezbollah à cette attaque? Un Hezbollah affaibli mais très certainement pas anéanti, qui aujourd'hui crie vengeance. Alors, pour poursuivre dans cette émission, je vous propose de nous arrêter sur ce Hezbollah en particulier aujourd'hui, une organisation qu'on ne connaît pas très bien en général. Et pour essayer de la comprendre, nous avons pris contact pour cette émission avec Aurélie Daher. Elle est enseignante-chercheur à l'université Paris-Dauphine, donc à Paris, spécialiste du Hezbollah, à qui elle a d'ailleurs consacré un ouvrage intitulé « Hezbollah, mobilisation et pouvoir » publié aux presses universitaires de France. Et j'ai commencé par demander à Aurélie Daher de commencer par le début et de nous raconter d'abord comment a été créé le Hezbollah. En fait, l'aventure Hezbollah commence réellement en 1982, donc il y a une quarantaine d'années. Le Liban, à l'époque, est déchiré par une guerre civile depuis 1975, donc ça fait 7 ans. Et le voisin du Sud, Israël, profite, j'ai envie de dire, un peu du chaos du voisin du Nord pour l'envahir massivement pour la deuxième fois, la première fois ayant été en 1978. À l'époque, l'agenda israélien comporte plusieurs points. L'idée d'aider, en l'occurrence, les milices chrétiennes libanaises à se remettre en selle et arriver au pouvoir. Il s'agit aussi d'aider ces mêmes alliés libanais à se débarrasser de groupes armés palestiniens particulièrement pugnaces qui avaient élu domicile au Liban au début des années 70. Et puis, il s'agit aussi pour les Israéliens d'un plan d'annexion partielle, en tout cas d'annexion d'une partie du territoire libanais. Et l'idée pour les Israéliens, c'est d'essayer, à travers cette manœuvre, de repousser leur frontière nord, justement un peu plus au nord, et de faire du sud Liban un peu le nouveau nord d'Israël. Et évidemment, donc, la résistance côté libanais s'organise. Malheureusement, l'armée libanaise, qui a toujours été une armée en sous-effectif, sous-armée, sous-équipée, sous-entraînée, n'a pas les moyens de faire face à cette invasion. Elle est elle-même traversée par les mêmes courants fratricides de la guerre civile. Et donc, on a des mouvements de résistance spontanée qui émergent ici et là dans les réseaux communistes, les réseaux de gauche, etc., mais aussi dans le monde chiite un peu plus religieux. Et donc se met en place un groupe qui va se présenter sous le nom de la résistance islamique au Liban, qui a pour objectif de bouter l'envahisseur israélien, le renvoyer de l'autre côté de la frontière. Et puis très rapidement, cette organisation, la résistance islamique, qui évidemment va être clandestine, va vite se rendre compte qu'elle a besoin d'un trait d'union avec sa société, un trait d'union déjà pour communiquer, expliquer qui elle est, ce qu'elle fait, évidemment pour mobiliser. On a besoin de jeunes gens, on a besoin de bras pour venir se battre. Et puis, on a besoin aussi de mettre en place un certain nombre d'institutions qui vont soutenir cet effort de guerre. Donc, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'un appareil de communication médiatique, et puis plus tard, on aura besoin aussi d'un appareil politique. Et donc, cet ajout, en fait, que va organiser la résistance islamique, de toute une petite constellation d'institutions, cette fois-ci civiles, sociales, politiques, médiatiques. C'est cette petite constellation qu'on appellera le Hezbollah. Et donc très tôt, ce Hezbollah, on l'entend, se construit comme un mouvement de résistance militaire, mais aussi comme un mouvement qui s'ancre dans la société civile, avec des hôpitaux, des services sociaux, des écoles, etc. On entend souvent d'ailleurs que c'est cette dimension sociale qui explique le soutien d'une part importante de la société libanaise au Hezbollah, mais Aurélie Daher conteste un peu cette vision, vous allez l'entendre. Elle estime que c'est une vision un peu tronquée que nous avons ici en Europe. On surestime l'impact de cet appareil social sur la popularité du Hezbollah. On lui prête une redistribution, notamment financière, faramineuse. Ce n'est absolument pas le cas. Et c'est un système social qui est organisé de manière très intéressante. C'est un système social qui est moins destiné à soutenir vraiment la population chiite, par exemple à essayer d'améliorer son niveau socio-économique, qu'à travailler à panser justement les plaies qui sont occasionnées par l'armée israélienne en représailles à l'action militaire. C'est-à-dire que même la partie civile en fait, du Hezbollah est bien plus orientée
dans un service à la partie militaire qu'à la population. Je vais essayer de vous aider à visualiser ça. Quand on regarde la liste des principales institutions sociales du Hezbollah, on voit qu'en tête, il y a la Fondation du Martyr, ce qu'ils appellent la Fondation du Martyr, qui est une énorme institution qui prend en charge les familles des combattants tombés au champ d'honneur. Donc on règle absolument tout. On paye le loyer, on paye la scolarité des enfants, on paye l'université, on paye l'assurance, tout ce qui est le médical, etc. On leur paye même des vacances. On prend en charge les parents, les grands-parents. Une autre institution extrêmement importante, c'est l'institution des blessés de guerre, où là, de manière transconfessionnelle, ça c'est très important, le Hezbollah soigne toutes les personnes qui sont blessées dans des attaques israéliennes, on peut être chrétien, on peut être sunnite, on peut être druze, on peut être même anti-Hezbollah, et pour autant on peut se diriger vers l'appareil sanitaire du Hezbollah et on y sera soigné, soit gratuitement, soit pour des sommes tout à fait modiques. Et enfin, la grosse institution du Hezbollah, où là il y a un énorme budget et qui fait un travail certes vraiment très impressionnant, c'est donc Jihad el-Bina, la fondation de la reconstruction, si vous voulez. Et là, c'est une énorme boîte de BTP, on va dire, pour rendre les choses un peu plus intelligibles, une énorme boîte de BTP qui reconstruit ou répare tout ce qu'Israël casse, démolit, détruit au Liban. Et encore une fois, tout ça aux frais du Hezbollah. Et encore une fois, de manière transconfessionnelle. Je pense à 2006, il y avait un nombre très impressionnant, par exemple, d'églises qui avaient été endommagées dans les bombardements israéliens. Le Hezbollah s'est occupé de tout réparer à ses propres frais. La vraie source de la popularité du Hezbollah, elle vient pour autant de son efficacité, en fait, militaire, notamment à défendre le territoire national, qui lui garantissent encore aujourd'hui une grande loyauté de la part de beaucoup de Libanais. Donc on l'entend là, si les Libanais soutiennent le Hezbollah, selon Aurélie Daher, c'est bien plus pour sa capacité militaire à protéger le territoire libanais que pour ses services sociaux, puisque ces services sociaux sont davantage tournés justement dans l'accompagnement plutôt du processus militaire. Et d'ailleurs, la popularité du Hezbollah, elle a encore fortement progressé en 2000, quand Israël, après 20 ans d'occupation, s'est retiré du territoire libanais, offrant alors une victoire au mouvement islamiste qui a gagné à ce moment-là une grande reconnaissance de la population libanaise. Il y a eu un mouvement, si vous voulez, de reconnaissance, un mouvement aussi de respect, de fascination, parce que c'était aussi, il faut le dire, la première fois qu'un groupe armé arabe réussissait à défaire Israël et à faire quitter par Israël un territoire arabe sans contrepartie. Parce que finalement, Israël, chaque fois qu'Israël a évacué un territoire arabe dans son histoire, que ce soit avec l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, il y a toujours une contrepartie. Et là, Israël est reparti pour la première fois de son histoire, donc défaite. Et ça c'est clairement le socle de ce qui a construit la légende, si vous voulez, Hezbollah, à la fois au Liban et puis aussi dans beaucoup d'endroits au Moyen-Orient. Il faut dire que le Hezbollah est un mouvement armé très bien organisé, très bien armé aussi, avec une puissance de feu très importante. Et sur le plan des effectifs, on estime en général que le Hezbollah aurait à disposition 20 000 militaires à temps plein et selon les sources, de 25 à 70 000 hommes mobilisables si besoin. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains experts israéliens que le Hezbollah est l'organisation terroriste la mieux armée et la mieux entraînée du monde. Mais examinons un autre enjeu concernant le Hezbollah, c'est la nature du lien avec l'Iran. Faut-il voir dans le Hezbollah une sorte de succursale de l'Iran, de bras armé de la République islamique d'Iran au nord d'Israël? Réponse sur ce point d'Aurélie Daher. La relation à l'Iran, c'est une relation qui est complexe et c'est une relation qui a beaucoup évolué au cours des ans. Au démarrage, le guide de la révolution islamique en Iran, donc en l'occurrence l'ayatollah Khomeini, était contre
l'idée de créer un Hezbollah. Il n'y croyait absolument pas. Pour lui, alors d'abord, l'armée israélienne était beaucoup trop forte, elle était invincible, donc ça ne servait absolument à rien d'organiser la résistance. Ensuite, il était persuadé, dans sa grande paranoïa légendaire, que en fait, l'invasion israélienne avait été pensée pour divertir l'Iran et pour la détourner de son effort de guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, parce qu'il ne faut pas oublier, en 82, ça fait déjà 2 ans que l'Iran se bat contre l'Irak, ça va durer 8 ans. Et donc, il est persuadé que c'est une manœuvre israélo-américaine pour faire perdre du temps aux Iraniens. Donc, il ne veut pas s'investir, il ne veut absolument pas s'investir au Liban et il ne croit absolument pas à ce projet de Hezbollah. Et puis, il va falloir que d'autres personnes dans l'appareil étatique iranien réussissent finalement à le convaincre d'envoyer juste aller une petite poignée de pasdaran, donc une force d'élite militaire iranienne, mais avec la promesse que ces Iraniens ne participeraient pas au combat, ils se contenteraient de former les jeunes recrues libanaises, on leur donnerait quelques armes vieillissantes trouvées dans des fonds de tiroirs, 2-3 fifrelins qu'on récupérait dans 2-3 tirelires, et puis on laisserait les Libanais se dépatouiller tout seuls. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Khomeini a même dit au créateur du Hezbollah, au fondateur du Hezbollah, n'espérez surtout pas obtenir des résultats de votre vivant. Eh bien, il s'est bien trompé. Et puis, finalement, après la mort de Khomeini, l'Iran va se désintéresser complètement du Hezbollah pendant plus de 16 ans, sous les 2 mandats de Rafsanjani, puis les 2 mandats de Khatami, donc 2 présidents iraniens. Vraiment, l'Iran ne s'intéresse absolument pas au Hezbollah et il faut attendre Ahmadinejad, l'élection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence iranienne, et lui-même est un ancien pasdaran, donc ceci explique aussi probablement cela. Et c'est la guerre de 2006 et la victoire spectaculaire et inattendue du Hezbollah sur Israël, donc pour la 2e fois, après 2000, qui tout d'un coup attire l'attention des Iraniens. Ils se disent, mais ces petits Libanais, ils sont quand même très dégourdis. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à finalement recréer le lien avec eux, profiter de leur expérience? Parce que maintenant, d'ailleurs, avec le temps, c'est aussi rigolo, c'est que au démarrage, c'était les Iraniens qui formaient les combattants libanais. Aujourd'hui, c'est les officiers du Hezbollah, en tout cas de la résistance islamique, qui forment les pasdaran en Iran. Mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que si on réfléchit, les Iraniens ne sont plus battus depuis 88. Alors que le Hezbollah, entre les années d'occupation, la guerre de 2006, à l'été 2006, la guerre des 33 jours, puis la guerre en Syrie, puisque la résistance islamique s'est largement investie dans la guerre civile syrienne, 2012-2013 et encore aujourd'hui, elle est montée en puissance, cette résistance islamique, sur le plan stratégique, sur le plan organisation des plans militaires, sur le terrain. Et donc aujourd'hui, on a une espèce de partenariat bien plus équilibré qu'à une certaine époque. Et on a une complémentarité. Le Hezbollah apporte un savoir-faire de terrain, si vous voulez, aux Iraniens. Et les Iraniens apportent un soutien diplomatique, puisque c'est le réseau étatique, si vous voulez, dont jouit l'Iran, plus évidemment une technologie militaire que le Hezbollah ne peut pas développer tout seul. C'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, le Hezbollah s'est investi dans la guerre en Syrie en 2015 en soutien du pouvoir de Bachar el-Assad et donc contre les rebelles syriens. Beaucoup d'analystes estiment d'ailleurs que ce soutien du Hezbollah et de l'Iran a largement contribué au fait que Bachar el-Assad ait pu garder au final la main sur la Syrie. Venons-en alors au financement du Hezbollah. Là aussi, les yeux se tournent vers l'Iran qui apporte un soutien militaire et financier à l'organisation islamiste, mais ce n'est qu'une partie de son financement, comme nous le précise encore Aurélie Daher. Alors le financement du Hezbollah, il est extrêmement varié, sans parler du fait que le mode de fonctionnement, par exemple, de l'appareil militaire est très différent de celui de l'appareil civil. L'appareil civil est quasiment dans l'autofinancement. Évidemment, d'abord il y a des campagnes de collecte de dons, et puis il y a par exemple, je pense à l'appareil médiatique, donc ils ont un propre système de production médiatique, ils vendent leurs propres produits, leurs documentaires, etc. Il y a la redevance télé, etc. Donc l'appareil civil, lui, grosso modo, on lui demande de se débrouiller tout seul financièrement, ce qu'il le fait à peu près bien. L'appareil militaire, effectivement, dépend un peu plus financièrement de l'Iran, surtout évidemment en termes d'équipement militaire, etc.
Même si, je le répète, les ingénieurs maintenant du Hezbollah apportent leur propre expertise dans la construction, dans la fabrication, la conception de certains types d'armements. L'essentiel, au demeurant l'essentiel du financement vient en fait d'un impôt religieux chiite qui n'existe pas dans le sunnisme, un impôt religieux musulman qui s'appelle le Khums. C'est 20% grosso modo de toutes les plus-values que vous pouvez faire en tant que chiite, voilà, qui sont versées à des ayatollahs. Et puis ces référents religieux redistribuent cet argent un peu comme il le souhaite, et le Hezbollah bénéficie en fait largement de la générosité de plusieurs grands ayatollahs du monde chiite, et c'est très certainement de là que vient l'essentiel de ces financements. Aurélie Daher ne mentionne pas, par contre, l'enjeu du trafic de drogue. Alors que le Hezbollah est accusé nommément par le département d'État des États-Unis de se financer en partie via le trafic de drogue avec des connexions directes en Amérique du Sud. Le Hezbollah, lui, a toujours démenti cette source de financement et Aurélie Daher estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve évidente de ce narco-financement. Après, je ne dis pas que c'est forcément faux. Je n'en sais rien. Ce que je dis, moi, je suis universitaire, si vous voulez. Donc, pour moi, une hypothèse, avant de devenir quelque chose de vrai, il faut la démontrer. Donc, pour l'instant, on a ces théories-là. Le problème, c'est que on n'a absolument aucune preuve que c'est vérifié. Difficile, évidemment, vu le temps imparti pour la réalisation de ce podcast, d'apporter une réponse définitive à cette question, tant les sources divergent effectivement à ce propos. Revenons alors maintenant à l'actualité et d'abord à l'attitude du Hezbollah depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza qui a suivi. On va faire un petit point avec vous, Sarah Pousset, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'on peut dire de la posture du Hezbollah jusqu'ici dans cette guerre ? Eh bien, la lutte contre Israël fait partie des principes fondateurs du Hezbollah. Dès le début du conflit, le mouvement chiite libanais a donc apporté son soutien aux Palestiniens. Il protège notamment certains dirigeants du Hamas sur son territoire. Depuis le 7 octobre, c'est au sud du Liban, à la frontière avec Israël, que le Hezbollah a lancé son offensive. Chaque jour, des tirs sont échangés de part et d'autre de la frontière. 160 000 personnes ont dû être déplacées des deux côtés de la frontière. L'agence France Presse comptabilise aussi plus de 600 morts au Liban, en majorité des combattants, et 50 morts du côté israélien. Le Hezbollah s'est aussi illustré dans le conflit à la fin du mois d'août. En réponse à l'assassinat d'un de ses hauts chefs militaires, le mouvement chiite a tiré plus de 300 roquettes vers le nord d'Israël dans la nuit du 25 août. L'objectif était de cibler plusieurs bases de renseignement militaires, une opération qu'Israël dit avoir déjouée en partie. Mais excepté cette zone de conflit à la frontière, on peut dire que l'intervention du parti islamiste est quand même limitée. On dit souvent du Hezbollah que c'est l'acteur non étatique le mieux armé du monde. Il pourrait donc faire bien plus pour soutenir le Hamas, mais en réalité, le mouvement n'a pas d'intérêt à se lancer dans une guerre totale avec Israël. Un tel conflit a déjà détruit le Liban en 2006. Ils ne veulent pas se réengager sur cette route. Et puis précisons aussi que Hamas et Hezbollah sont des mouvements quand même bien différents, qui ont parfois été en opposition. Donc actuellement, c'est plutôt un ennemi commun qui les rassemble, plutôt qu'une alliance pérenne. Voilà pour cette précision importante et qui concerne donc la guerre en cours en ce moment à Gaza. Mais revenons à ce qui pourrait se passer maintenant, puisque même si Israël ne revendique pas l'attaque des beepers et des talkie-walkie, tous les regards se tournent quand même vers l'État hébreu. Jusqu'à quel point l'organisation islamiste chiite va-t-elle vouloir venger ses morts et s'en prendre à Israël ? Aurélie Daher ne s'attend pas à une véritable entrée en guerre du Hezbollah vis-à-vis d'Israël. Il y aura probablement une riposte, un peu dans le style de ce qu'on a vu au mois d'août. Ce sera dosé, ce sera probablement, comme au mois d'août, orienté vers des cibles militaires. Le Hezbollah, il faut lui reconnaître cela, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, a tendance à privilégier donc les cibles militaires. Fait attention à ne pas toucher les civils. Pour autant, il ne faudrait pas croire que ça l'a affaibli. Ce qui se passe là actuellement, c'est qu'au contraire, et ça je pense que les Israéliens ne l'ont pas vu venir, là au contraire, ce qu'on voit, c'est un élan de soutien
au sein de l'ensemble de la population libanaise pour à la fois les personnes blessées et pour leurs familles. C'est-à-dire qu'Israël avait quand même certaines factions politiques au Liban qui lui étaient à peu près favorables, ou en tout cas amicales. Il y a des partis au Liban qui sont très virulemment anti-Hezbollah. Eh bien, là, ce qui s'est passé là, sur les dernières 48 heures a eu pour effet de mettre tous les Libanais du côté du Hezbollah. Là, actuellement, Israël n'a pas d'amis au Liban. Donc, si Israël pense qu'elle a donné un coup sérieux au moral des troupes du Hezbollah, oui, sur le moment, j'ai envie de dire, ça c'est sûr, ça fait mal. Mais ça ne va en rien affaiblir la détermination du Hezbollah, ça je n'y crois pas 2 secondes. On suivra évidemment avec attention ce qui va se jouer dans les jours à venir. C'était donc l'analyse d'Aurélie Daher, enseignante et chercheuse à l'Université de Paris-Dauphine. Je rappelle le titre de son ouvrage « Hezbollah, mobilisation et pouvoir », une approche sociologique et historique qui essaye de comprendre le Hezbollah de l'intérieur, sa place aussi dans la société libanaise. Un travail basé notamment sur de nombreuses rencontres avec des cadres et militants de l'organisation. C'est publié aux Presses universitaires de France. Merci d'avoir suivi Les Clés, un podcast de La Première avec à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen, à la réalisation sonore de cet épisode Guillaume de Smet. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse lesclés@rtbf.be. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur Ovio et sur vos plateformes.